Alors c'est une idée un peu tordue, j'espère que je ne vais pas le regretter, d'aller rencontrer les gens qui suivent l'émission depuis des années et que en fait je vois quand même assez rarement, si ce n'est un peu dans la rue de manière un petit peu disséminée, on va dire. Et en plus il y a une autre chose qui est assez formidable, c'est que j'ai demandé à... Vous avez vu, j'ai envoyé des mails en disant, et une petite vidéo en disant, je vais venir rencontrer les gens, je viens gratuitement, trouvez-moi des salles. Et bien ici, le Club de l'Étoile, c'est incroyable, mais ils ont répondu présent, mais direct. Alors que je pensais vraiment que j'allais plutôt me retrouver dans des salles des fêtes, perdues à droite, à gauche, et on commence quand même à côté de l'Étoile à Paris. Donc grand merci à... Alors je ne vais pas dire leur prénom, il y a Thibaut, il y a Alexandre, il y a Pierre-Alexis, si j'ai bien compris. Et il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas les noms. Parce que je fais partie des gens qui ne retiennent ni les noms ni les visages. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu faire cette série, parce que finalement j'irai dormir chez vous. C'est une histoire de rencontre. Et quand tu as l'habitude de retenir qui tu connais et qui tu ne connais pas, tu sais que tu ne connais pas certaines personnes, on est d'accord ? Or moi, puisque je ne sais pas qui je connais et qui je ne connais pas, je parle un peu à tout le monde comme si je les connaissais, alors que parfois je ne les connais pas. Mais comme les gens se disent, la manière dont il nous parle, il doit nous connaître, et bien ils me répondent comme s'ils me connaissaient. Et mine de rien, c'est le premier pas vers la communication, vers le pont que je tâche de jeter entre les gens que je connais ou pas, que je rencontre. Je suis pas sûr. Pour un truc pas préparé, c'est normal. Alors, je vais vous parler de la série J'irai dormir chez vous d'abord, parce que d'abord vous la connaissez, mais c'est une série qui a quand même changé ma vie. Alors, j'avais déjà une vie qui était quand même assez intéressante, moi, puisque j'ai commencé par me faire virer du lycée, ce qui est quand même assez intéressant. J'avais 17 ans, je m'enlève mon truc, c'est chaud, je ne bougeais pas. C'est bien de se sentir à l'aise comme ça, parce que parfois, tu sais, il y a des ambiances cravate. Ça peut être sympa, les ambiances cravates, hein. Mais tu te sens moins à l'aise pour faire ta petite vie pendant que les gens attendent, quoi. C'est normal. Alors, nous en étions... En plus, j'oublie tout ce que je dis. Parfois, je ne me souviens plus. Mais, je disais, cette série, en fait, elle a changé ma vie. J'avais effectivement commencé par me faire virer du lycée à 17 ans, parce que, en fait, je ne me suis pas rendu compte qu'on pouvait être viré du lycée. J'avais beaucoup bien merdé pendant ma troisième, donc j'avais redoublé. Et ma deuxième, troisième, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été super bon. Donc, je me suis dit, ça va, je suis arrivé en seconde, c'est mathématiques, et là, j'ai été super mauvais. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais redoubler, et puis après, je serai super bon. Sauf que non, parce que j'avais plus que 16 ans. Et à 16 ans, l'école n'est plus obligatoire. Donc, en fait, c'est pas, la question n'est pas de savoir si quand c'est obligatoire, tu es obligé d'y aller. C'est plutôt de savoir que quand c'est plus obligatoire, ils ne sont pas obligés de te garder. Et c'est surtout là que ça s'est passé, ils m'ont foutu dehors. Voilà, bon. Et alors après, je me suis quand même débrouillé, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais j'ai fait une partie où j'ai fait du reportage de guerre, dans des conditions, c'était vraiment la guerre. Je travaillais pour CBS News, c'était très intéressant, 24 ans, tu ne te rends pas compte que par là-bas, il y en a des places. Vous avez qu'à passer, je sais pas où vous allez faire, tiens. Je crois qu'il faut prendre la porte là, aller derrière et remonter. Passer par les toilettes. Vous venez sur la scène. Ah non, passez par là, vous allez pas être mal assis pendant 1 heure. Bon, il voulait entrer discrètement. T'as raté. Et donc reportage de guerre pendant quelques années. C'était très intéressant, mais à 24 ans, tu penses que d'abord, il ne peut rien t'arriver, puisque tu es jeune. C'est con, hein, mais c'est ce que tu penses quand tu as 24 ans. Et puis après, j'ai fait du film animalier et des expéditions scientifiques qui étaient vraiment absolument fabuleuses. Donc j'avais quand même déjà une vie qui était assez intéressante, variée, mais j'ai eu envie de changer et de retrouver un truc très important que j'avais fini par perdre à force de faire des films avec de plus en plus de moyens, c'était ma liberté. Parce que plus tu as de moyens, plus tu as de gens qui te disent comment il faudrait faire. Et bon, c'est un peu embêtant quand même. Donc j'ai tout arrêté et j'ai décidé de faire J'irai dormir chez vous. C'est important de comprendre cette petite notion d'avoir tout arrêté parce que c'est ce que je vais faire maintenant avec ce film, mais je vous en parlerai tout à l'heure.
Mais c'est quand même le moment où tu te dis, si je continue comme ça, je suis sur des rails jusqu'à la fin, eh ben ça m'emmerde. Donc, j'arrête tout et j'essaye un autre truc, qui était, à cette époque, en 2003, j'irai dormir chez vous. Donc j'ai refusé de faire d'autres documentaires, et je suis parti faire cette émission dont personne n'a vu. Parce que ça, maintenant, les gens l'ont un peu oublié, mais moi, au début, TF1, France 2, France 3, France 5, Canal+, M6, ils m'ont tous dit non. Et ils m'ont pas dit non sur un dossier, ils m'ont dit non sur les 4 premiers épisodes qui étaient tournés. C'est-à-dire qu'ils les regardaient. Ouais, non, c'est bien, mais... Et puis, c'est pourquoi dire, en fait. Bah, tout le monde était dérouté par cette émission, et donc tout le monde a dit non. Mais comme ça coûtait pas cher, et que je suis têtu, et ben je l'ai faite quand même. Et au bout d'un moment, il y a d'abord Voyage qui, dès le début, avait dit oui, mais bon, avec les sous de Voyage, je ne pouvais pas me payer, la production ne se payait pas, enfin bon, c'était compliqué. Et puis après, il y a Canal+ qui a pris, et qui a diffusé les 10 premiers épisodes, et après, ils n'ont pas pris la suite, parce qu'ils ont monté une émission qui s'appelait Les Nouveaux Explorateurs, pour ceux qui auront vu. Et du coup, ils voulaient m'intégrer dedans, et moi, j'ai dit, indépendant. Et donc finalement, France 5 m'a sauvé en acceptant de diffuser cette émission, et c'est grâce à ça que la plupart d'entre vous la connaissent. Alors, j'irai dormir chez vous et donc changer ma vie dans plein de sens. Parce que progressivement, j'ai osé faire des choses que je faisais un peu, mais pas à ce point-là. C'était improviser, me débrouiller. Et en fait, toute la série repose sur cette improvisation permanente que je pratique désormais, même dans ma vie à moi. C'est-à-dire que quand je partais en vacances, ça fait quelques années, mais après j'irais dormir chez vous, avec ma fille, on partait en vacances, on prenait l'autoroute, et puis on disait on va où? On n'avait rien prévu. Mais j'ai des copains partout, sans compter ceux que je ne connais pas encore. Donc c'était on se démerdait, quoi. Et donc, moi j'ai envie, pour commencer cette petite, parce qu'on va discuter, je vais vous faire un monologue pendant 1h30, je vais vous remettre une séquence que certains ont peut-être vue, qui fait partie de ces rencontres aléatoires quand tu n'as rien prévu. C'est en Tanzanie. Je ne sais pas, qui a vu la Tanzanie? Moi, je les ai tous vus, mais je me rappelle quelques-uns, pas trop, c'est bien. Où justement, je m'étais dit, tiens, je vais aller dans les endroits un peu perdus, en moto. Donc j'avais trouvé une moto qui était plus ou moins en état, comme d'habitude. Et donc je vais vous envoyer ça, c'est une belle rencontre. Et vous allez voir que on croit que ça va, puis ça va plus, puis ça reva, puis finalement, enfin, c'est pas simple. Hein. Donc, si tu peux envoyer ça, Thibaut, il envoie. Et c'est très souvent quand même, donc, les gens m'ont demandé de les filmer. Là, puis, tu sais, il ne bouge pas, il attend que tu les filmes, puis voilà, il est content. Bon, ça dépend des endroits. Oui. Mais est-ce que de vous-même, ça vous est arrivé à un moment donné de vous retrouver dans une situation où vous vous êtes dit ils sont trop en galère, je leur donne quelque chose Ah non, mais bien évidemment. Alors, monsieur demande si je donne parfois de l'argent. Il a oublié quoi? Non, mais il y a ça, mais ça encore, c'est vous qui avez donné l'argent. C'est les gens qui sont... Non, mais même là, chez lui, là, je vais donner plein de trucs après. Ouais, je vais donner d'abord un peu d'argent, mais beaucoup pour lui. Et même quand je l'ai retrouvé dans la petite ville d'à côté, j'ai acheté des trucs, il est reparti. Enfin, je pense pas qu'il a regretté du tout de m'avoir rencontré. Non, de toute façon, c'est simple. Hein. Je pas tout le temps, parce que parfois ça se complique mal et je le fais pas. Mais en général, je donne des choses. Alors, je m'adapte à la personne. Donc j'arrive rarement avec une bouteille de rouge chez un imam. Je ne donne pas 50 € à des Suisses qui m'ont invité à dîner. Je donne la bouteille là, et puis je donne les 50 €, encore c'est beaucoup, à Meshaki. Et puis à l'imam, je ne sais plus, une théière, enfin tu vois. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je donne quelque chose aux gens. Quand je peux. Et je leur donne un autre truc, parce qu'il ne faut pas tout le temps parler de pognon ou de machin, je leur donne aussi un autre truc. Et ça, ça leur fait très plaisir, et je ne le fais pas beaucoup pour les Français. Là, c'est différent, mais je raconte comment c'est à l'autre bout de la Terre. Parce que quand tu es au fin fond de l'Afrique, ils sont ravis de savoir comment c'est au Japon. Et quand tu es, je ne sais pas où, en Amérique du Sud, ils sont très contents de savoir comment c'est en Europe. Enfin, tu vois, de raconter ça. Et ça, ça paraît pas, mais ça fait très, très plaisir aux gens.
Non, pas du tout. Et la meilleure preuve, c'est qu'un jour, je me disais, tiens, je vais partir dans un pays, mais je regardais la carte du monde, c'était le numéro, je crois, 26. Ouais, dans ces eaux-là. Et du coup, je ne savais pas très bien, je regardais, je faisais gosse de risque, tu sais, j'étais devant la map monde, je disais, oh, j'y suis déjà allé, non, là, je suis trop. Et au bout d'un moment, j'ai dit, tiens, je vais faire un truc rigolo. J'ai appelé les aéroports de Paris, et puis j'ai demandé une autorisation de tournage. Et puis je suis arrivé à l'aéroport, il devait être 16h, j'étais tellement pas prêt que j'avais même pas mis de chemise rouge, j'avais oublié. Donc sur le trottoir devant l'aérogare, je lui ai changé de chemise, discrètement, enfin bref, un peu au milieu. Et je suis allé au comptoir Air France et j'ai dit, voilà, je veux partir aujourd'hui, moins de 4 heures de vol, j'ai pas de visa, et je vais aller dans un pays où je suis jamais allé. Et je suis parti en Grèce. Eh ben, on ne peut pas moins préparer que ça quand même. Ou alors après, on fait comme rendez-vous inter-inconnu, que c'est très préparé. Tu mets un masque et tu montes dans un avion au hasard. Mais voilà, on peut difficilement moins préparer. Et c'est très important de ne pas préparer parce que c'est ce qui permet d'être disponible. Parce que quand tu as une idée déjà de ce que tu vas faire, eh ben, tu regardes moins sur les côtés. Alors que quand tu sais vraiment pas ce que tu vas faire, tu es complètement disponible et tu vois des tas de petites choses que tu n'aurais pas vues autrement. Et c'est très souvent comme ça que les rencontres se font. Voilà. J'ai répondu à 2 questions, dont une qui n'a pas été posée. Et donc, combien de temps vous partez, généralement? Ah, alors, la dame demande combien de temps je pars, ça c'est pas très long, et après vous pourrez poser des questions, il faudrait plein de micros en fait. Non, mais je plaisante. Je pars juste 2 semaines en général. Mais il m'est arrivé une fois au Kiribati, qui est un archipel perdu. Eh ben, j'ai eu quand même des problèmes parce qu'ils m'ont viré. Parce que j'avais pas demandé comment, vous savez ça, vous. Je me rappelais pas que je le disais. J'ai pleuré dans la télévision. Le seul endroit où vous m'avez pas du tout donné envie d'aller. Les Kiribati? Ah ouais. Mais non, si tu filmes pas, c'est un petit paradis quand même. En bien fait qu'on se emmerde parce que quand même, il ne se passe pas grand chose. Et c'est très joli, très joli. Bon, toujours est-il que là, ils m'ont viré au bout de quelques jours et c'est un épisode que j'ai tourné en 6 jours. Et ben, je peux vous dire que c'est un record, ça quand même. Non, les pires galères, on va aborder un peu le sujet tout à l'heure, mais les pires galères, moi j'ai pas vraiment de pires galères. Ce qui me peut parfois me poser des problèmes, c'est quand j'ai du mal à savoir comment je vais m'en sortir avec les gens avec qui je suis. Ça m'arrive, mais on va aborder ça tout à l'heure, mais c'est un peu... ça peut être un peu compliqué. Mais je trouve qu'en 15 ans, 61 pays, plus les 90 minutes et d'autres films que j'ai pu faire, en allant à la rencontre des gens, au hasard. Alors oui, j'ai un peu d'habitude, parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que mine de rien, le reportage de guerre, ça m'a appris des choses et tout. Mais quand même, que j'ai pas pris un seul coup, c'est plutôt rassurant sur la nature humaine. Je veux dire, j'aurais pu... J'ai été bousculé, hein, en Allemagne.